Gouinement lundi, émission 100% lesbienne et bi. Gouinement lundi inaugure aujourd'hui un partenariat avec l'AJL, l'association des journalistes et LGBT. À tour de rôle, nous accueillerons sur le plateau une journaliste de l'association pour nous parler traitement médiatique des lesbiennes. Comment parle-t-on, ou ne parle-t-on pas, des lesbiennes et des bi dans les médias français? Comment valorise-t-on ou non les œuvres lesbiennes, que ce soit des fictions ou des essais? Chaque mois, une petite fenêtre sur le monde médiatique qui commence aujourd'hui avec toi, Clémence. Bonsoir à toutes et je suis très heureuse, il fallait que je le dise, d'être avec vous ce soir et de sceller aujourd'hui officiellement cette union entre la JL et Gouinement lundi. Alors on ne prendra pas trop de place, promis, mais c'est très important pour nous que d'être ici, déjà parce que on peut livrer quelques dessous. Cette idée de partenariat est partie d'un constat assez déplaisant, celui qu'au sein même des actions de l'association qui œuvre donc à un meilleur traitement médiatique des questions LGBT, les lesbiennes étaient aussi invisibilisées. Alors d'un commun accord, on a décidé d'y remédier et de faire un récit, même en négatif, de cette couverture médiatique ou de ces zones aveugles. Donc merci de nous permettre d'être ici à Gouinement lundi. Et en l'occurrence, Clémence, ces derniers jours, avec le débat autour de la PMA pour toutes, on parle des lesbiennes dans les médias. Faut-il se réjouir de la couverture médiatique? Suspense. Oui, le suspense est à son comble. Eh bien, non. Non, et déjà parce qu'on remarque que les mêmes ressorts du traitement médiatique de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2012 sont à l'œuvre ici avec la PMA pour toutes, c'est-à-dire un débat phagocyté par les arguments des anti, tour à tour très à l'aise avec le concept de vérité ou de fait, ou offensant, pour ne pas dire lesbophobe la plupart du temps. Et ces ressorts-là, c'est la volonté d'un débat clivant plutôt qu'informatif, tout simplement. Donc nous avons donc repris à la JL, dans un 8e chapitre de notre kit à destination des journalistes informés sans discriminer, un à un les arguments les plus courants des anti, pour mieux les déconstruire et aider les journalistes à les débusquer. Et c'est important à plusieurs titres. Déjà parce que cette polarisation du débat autour des arguments des adversaires à la PMA pour toutes, elle donne lieu à beaucoup de confusions. Des confusions évidemment savamment entretenues par les adversaires politiques à la PMA et rarement contrecarrées par les journalistes. La première, très courante, c'est la confusion entre PMA et GPA. Là où rien n'indique que mécaniquement on légaliserait ensuite la gestation pour autrui. Et puis, rappel, la PMA existe déjà en France. Commun aussi les arguments type peur civilisationnelle, au caractère fortement anxiogène, tels que la pénurie de sperme. Donc là, c'est l'idée d'un raz-de-marée de lesbiennes réclamant des gamètes qui provoquerait une vaste pénurie de sperme tout à fait inédite. Alors en fait, il s'agit d'un problème structurel d'organisation du don de gamètes en France, surtout en France d'ailleurs, parce que ailleurs, un don de gamètes, c'est comme donner son sang ou ses organes, c'est valorisé socialement et c'est un geste civique. Et puis exclure les lesbiennes pour permettre aux hétéros d'avoir des gamètes, c'est bof aussi comme argument. Il y a aussi le fameux slogan PMA sans père, niant l'aptitude à la parentalité des lesbiennes et promotion ad nauseam du sacro-saint modèle de famille patriarcale, quand la diversité des familles est déjà reconnue par le droit et que, car la société n'attend pas la loi, ces familles sont déjà une réalité sociale. Le manque de vigilance des journalistes quand il s'agit de recadrer un débat qui glisse vers la GPA, par exemple. Alice Coffin, ancienne coprésidente de l'AJL et membre de la conférence Open lesbienne, avait eu l'opportunité de la relever et elle avait refusé de répondre à une question sur la GPA. Mais ces opportunités sont bien trop rares car les premières concernées sont encore les grandes absentes du débat. Je vous propose d'écouter, par exemple, les arguments d'Alice Coffin, invitée sur LCI, c'était en septembre dernier. On reste dans le cadre d'un examen dans la loi de bioéthique. Donc on ne change pas ce qui a été demandé par les militantes lesbiennes notamment, de dire que ça n'est pas une question éthique. Et que si ça l'était, par ailleurs, ça a déjà été tranché par un comité d'éthique. Donc on n'est pas du tout dans une question concernant l'éthique sur l'extension Vous voudriez de la PMA. un projet de loi spécifique sur ce sujet? Moi, je voudrais qu'on entende ce que ça fait 5 ans qu'on entend parler de la PMA et que derrière ce mot-là, qu'est-ce qu'on dit? On parle des lesbiennes en fait, on parle des femmes qui choisissent, qui ne souhaitent pas d'avoir un enfant en couple, puis on parle surtout des femmes lesbiennes. Et ça, on n'en parle jamais. Et que cette vaste question de la PMA, derrière, il y a un mot qui se cache, c'est le mot lesbophobie. Lesbophobie, voilà, ça va mieux en le disant, vous trouvez pas? Il est bien possible d'organiser un débat où l'on entend une pluralité d'opinions, et ce même émanant des premières concernées. C'est ce qu'avait fait l'émission Le Nouveau Rendez-vous sur France Inter. On nous pouvait entendre Marie Laborie, journaliste à Arte, lesbienne et mère de 2 enfants, née d'une PMA en Espagne, s'opposer à Marie-Jo Bonnet, autrice et militante lesbienne, opposée, elle, à la PMA. Et on pouvait entendre Marie Laborie répondre justement à ces arguments.
quoi. Et moi, ce qui me Élaborer. choque beaucoup, d'autant plus de la part de Marie Jobonnet, qui est donc lesbienne quand même, ce discours de dire une femme et un homme doivent se rencontrer pour se reproduire, et que c'est que là, que c'est vraiment ça, on peut pas l'éviter. Moi, ça m'ennuie d'entendre ça, parce que moi, j'entends au fond quelque chose d'assez homophobe, qui est deux femmes qui se rencontrent, c'est pas vraiment une rencontre, quoi. C'est pas vraiment un couple. On était sur France Inter, une émission qui avait sciemment choisi de ne pas donner à entendre la manif pour tous. Voilà un choix éditorial intéressant. Avec ces 2 extraits, nous écoutes là en réalité les rares apparitions de lesbiennes pour parler PMA pour toutes. Il y avait aussi l'avocate Caroline Mécari, mais si on est capable de les lister, ce n'est pas très bon signe. Alors à la télé, à la radio, sans les lesbiennes, mais avec les mouvements réactionnaires ou des experts parfois peu inspirés, on pense à Jacques Testard sur Europe 1 ou ailleurs, surnommé, c'est cocasse, d'ailleurs le père du premier bébé éprouvette, qui enjoint pas moins les lesbiennes à consentir à un rapport hétéro, ou avec toujours des membres du gouvernement peu convaincus, en souvenir ému de l'hésitant Édouard Philippe, Premier ministre de son État, articulé péniblement couple féminin dans l'émission politique sur France 2. Eh bien, avec Testard, avec Philippe et sans les lesbiennes, ce sont de précieuses ressources dont on se prive, leurs arguments, leur vécu et leur expertise, bien sûr. Donc c'est pour toutes ces raisons que ce kit de la JL a été pensé, parce que ce débat ne doit pas être une énième occasion de mettre les lesbiennes au banc de l'humanité, mais plutôt, pourquoi pas, l'opportunité de se questionner sur la redéfinition de la notion de famille, ou d'informer aussi sur l'épreuve en laquelle consiste un parcours de PMA, loin, bien loin de pouvoir être un jour ou pour qui que ce soit de confort, comme le sous-entendent certains opposants. Un slogan, tiens, qui n'est pas sans nous rappeler celui de l'IVG de confort, la même rhétorique bien connue de culpabilisation, on a du mal à le dire, des femmes quand elles ont l'outrecuidance de disposer librement de leur corps. Merci beaucoup Clémence. Vous pouvez retrouver le kit Informer sans discriminer sur le site de l'AJL et on se revoit le mois prochain pour une nouvelle chronique.